On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Brigitte Pietschak et je vais demander à Brigitte de se présenter. Brigitte, est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît succinctement? Oui, bonjour Lionel. Donc au départ, je suis musicienne et artiste plasticienne, mais pour l'occasion, donc je suis autrice d'un livre qui s'appelle Ciel blanc, ciel noir, une initiation au chamanisme mongol, paru chez Mama Édition et qui parle de mes 8 années d'initiation en Mongolie où j'ai été reconnue chamane. Très bien. Oui, donc c'est effectivement pour ce livre que je vous ai donc invité dans Géométrie du réel. Justement, ma première question, c'est comment une Française est devenue élève d'une chamane mongole, reconnue chamane? Quel est votre parcours? Voilà, quelle est votre spécificité? J'ai vu aussi que vous aviez pratiqué la méditation, vous aviez rencontré aussi pas mal de gens. Oui. Vous aviez déjà un parcours. Est-ce que ça a joué? Et comment vous vous êtes retrouvés, voilà, à plusieurs milliers de kilomètres Mais je vais dire que c'est les formes que j'ai traversées, comme en effet le zazen, les groupes Gurdjieff, ça a été des sortes d'exercices préparatoires qui m'ont amené à cette grande rencontre avec Enkiduya la chamane, où là j'ai senti la force de l'appel et cette nécessité absolue de la rejoindre sans savoir pourquoi. J'avais des a priori concernant le chamanisme, et pour moi le chamanisme ça voulait pas dire grand chose. Mais à partir du moment où son nom a été évoqué, je savais que c'était là-bas où je devais aller. Et ensuite ça a été un peu un jeu de piste. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai trouvé le moyen de m'y rendre. Et c'est là qu'Enkiduya m'a dit mais pourquoi tu n'es pas venue plus tôt? Et c'est là qu'elle m'a reconnue chamane. Et à partir de là, s'en est suivi 8 années consécutives où j'ai eu ce contact, je dirais, suivi avec les rituels mongols et où j'ai pu approfondir ma communication avec l'invisible. D'accord. Tu as été, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr, on peut se tutoyer. C'est venu spontanément. Donc tu as été reconnue chamane à la suite d'une initiation, d'une cérémonie, pardon, si j'emploie le bon terme. Tu me corriges si je me trompe. C'est ce que tu décris dans ton livre. Donc je pense que c'est peut-être important aussi de décrire ça pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est-à-dire que de façon, je dirais, intuitive et spontanée, Enkiduya m'avait reconnue chamane, mais elle voulait cette sorte de validation au cours d'une cérémonie dans ce qu'on appelle le grand ovo du lac Kuzkul, où les esprits eux-mêmes devaient me reconnaître chamane, et donc c'est ce qui s'est passé. Donc je tiens à redire qu'on ne devient pas chamane, on est chamane, c'est-à-dire on a cette mise en relation avec l'invisible de façon, je dirais, innée et spontanée. Et donc cette mise en relation avec l'invisible, je l'avais depuis toujours, puisque j'avais ce qu'on peut appeler aussi, de façon un peu négative, la maladie chamanique, c'est-à-dire un sentiment d'évanouissement par moment, où je sentais une sorte d'oppression de l'invisible que je n'arrivais pas à gérer à l'époque, et qui faisait que j'avais un sentiment de perte de connaissance. Donc très vite, à ce sujet, Enkiduya m'a rassurée en me disant que c'était un des symptômes de la maladie chamanique, et qu'à partir du moment où j'allais rentrer de plus en plus dans cette connaissance du monde de l'invisible et des mondes subtils, je ne vivrais plus cette oppression. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Alors déjà, dans tout ce que tu dis, il y a énormément de choses.
Je voudrais te poser cette question, enfin qui revient souvent. Alors déjà, tu as dit quelque chose d'important, c'est on est chaman, on ne devient pas chaman. Ben, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est un point de vue que je partage. Bon, alors, ce n'est pas forcément peut-être qu'un point de vue, mais certainement une réalité. Mais bon, en tout cas, je suis en accord avec ça. Par contre, du coup, ça amène forcément, par contraste, le fait que il y a toute une mouvance de néo-chamanisme qui, elle, prétend qu'on peut devenir chaman, qu'on porte tous en soi la capacité d'être chaman. Et je pense que ça peut être intéressant, peut-être, si tu le veux bien, de faire un Oui, tri par rapport enfin un tri, un éclaircissement par rapport à ce point-là, et que je vais mettre aussi en lien avec la question qui suivra, c'est-à-dire que proposerais-tu ou comment vois-tu les gens qui ont des contacts avec l'invisible, des messages, des presciences, des rêves prémonitoires, peut-être des fois des choses qu'on entend, des informations qui nous tombent comme ça, spontanément, intuitivement, et puis 48 heures après, par exemple, on voit l'information aux infos, ou quelqu'un avec qui on discute comme ça, par mmh, hasard, qui n'en est pas un, quelqu'un nous apporte la réponse, et la confirmation de ce qu'on vient d'entendre, par exemple. Voilà. oui. Et donc voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'imagine que c'est des questions que tu rencontres déjà, mais je veux bien ton point de vue là-dessus, s'il te plaît. Bah, pour moi, c'est toute la différence entre la spiritualité et le développement personnel. C'est-à-dire que dans la spiritualité, il y a une espèce je dirais en effet de capacité innée comme un outil qui fait qu'on est capable de se promener dans les différents mondes subtils sans quelque part l'avoir appris. Bien que le chamanisme m'a amplifié mes perceptions et m'a permis quelque part de faire de plus grands voyages, je dirais. Et dans le développement personnel, donc on peut s'inspirer de certaines techniques du chamanisme et en tirer profit, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est un leurre que d'organiser par exemple certains week-ends et de faire croire à des gens qu'en 3 jours ils vont devenir chaman. Le chaman étant un intermédiaire, il doit avoir un outil aussi précis que possible pour être à l'interface entre le visible et l'invisible justement. Alors, on peut parler de dons. C'est comme quelque part quand on apprend un instrument de musique. Vous avez des gens plus ou moins doués, avec une capacité plus ou moins grande justement à, à entendre la musique et à la restituer. Et dans le chamanisme, c'est un peu pareil. Donc, c'est vrai qu'on peut chacun avoir cette part intuitive qui fait qu'on a accès à des choses profondes de l'ordre de l'invisible, plonger dans son inconscient et aussi obtenir des synchronicités. Mais je dirais le dialogue direct et facile avec l'invisible, je pense que c'est quelque chose à la base qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors, est-ce que ça fait de ces personnes, des chamans? Est-ce que tu penses qu'il est possible, que finalement, en Occident, en France, on puisse avoir des chamans qui s'ignorent? Tout à fait. D'ailleurs, ce que dit mon initiatrice, la chamane Nketuya, elle dit que maintenant, alors qu'avant le phénomène était beaucoup plus culturel, peut naître dans n'importe quelle région du monde un chaman, quelle que soit sa culture. Très très intéressant. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est comme si quelque part, quel que soit le lieu où tu nais, tu avais cette capacité d'être révélé chaman. Moi, je pense que la culture mongole me convenait bien quant à la forme. Il n'y a pas de prise de psychotrope. J'étais déjà musicienne. La prise de tambour, ça n'a pas été une difficulté pour moi, mais j'aurais pu être tout aussi bien conduit vers la sagesse amérindienne. Mais ça n'a pas été le cas. Comme je dis, je suis d'origine polonaise avec mon nom Pietchak. J'ai simplement été poussée un peu plus à l'est, jusqu'à la Mongolie. Et c'est vrai que culturellement, pour le coup, je me sens beaucoup plus proche du chamanisme sibérien que du chamanisme amérindien.
D'accord. Même si quelque part, il y a une convergence. Mais après, je dirais, c'est une question d'emballage. Bien sûr. Et alors juste pour te demander une précision avant de partir sur la question de la culture qui faisait partie des questions que je voulais te poser. Tu as dit tout à l'heure que finalement le chaman est reconnu comme chaman, peut-être pour une question de degré de possibilité de facilité de dialogue avec l'invisible. C'est-à-dire que le chaman, Voilà. lui, dialogue vraiment avec une grande aisance avec les esprits, les on Je God, dirais, pardon, on God. on God. Je dirais dans cette faculté, en fait, de faire venir des esprits à lui. D'accord. En Mongolie, on juge la qualité d'un chaman au nombre d'ongod qu'il a à son service, en quelque sorte. Et donc, c'est cette communication avec l'invisible et cette possibilité de voyager dans différents mondes subtils et d'appeler différentes présences, parce que donc il y a cette phrase très importante que ce sont toujours les esprits qui choisissent de venir à nous et non pas le contraire, qui fait qu'on peut juger, j'allais dire, de l'importance d'un chaman. Il me vient une question, c'est de mon expérience, hein, je vais parler de ma propre expérience. Il y a des gens qui peuvent attirer des entités. Je pense qu'ils le veuillent pas forcément. Est-ce que ça Oui. fait pour autant d'eux des chamans? Alors, je prends un exemple. Je pense qu'il y a des gens qui subissent un certain nombre d'entités et qui sont comme on dit soumis. D'ailleurs, tu avais posté, je crois que c'est dans ton groupe Facebook, une citation d'un professeur de Qigong qui m'a vraiment fait tilt parce que c'est une grille Oui. de lecture que je connais, parce que donc au cas où je te le dis, j'ai été formé professionnellement au Qigong, j'ai enseigné pendant presque 10 ans. Et donc voilà, c'est ma pratique Qigong, méditation, c'est vraiment voilà là-dedans que je baigne. Et cette idée de posture droite, si tu veux, qui fait que quand tu es tout droit, l'ombre ne résiste pas à la posture intérieure et physique, et aussi intérieure et énergétique, Mm. et que du coup ça fait se détacher l'ombre de ton propre corps physique et subtil. Tout ça pour dire que du coup, il y en a qui le subissent, qui sont comme ça, comme que je pourrais dire, hein. Et il y en a d'autres aussi. Je pensais justement à la musique. Je pensais à des gens, des grands artistes qui attirent à eux des fois même des entités très lumineuses. Il m'arrive Mhm. d'en voir, hein, voilà. Et je me dis, mais ça fait pas pour autant de ces gens-là des chamans. Peut-être C'est ça. simplement parce qu'il n'y a C'est pas d'interaction directe. Excuse-moi, vas-y, je te laisse parler. Mais pour moi, il y a une recherche de maîtrise dans le fait d'appeler les esprits et aussi de savoir les faire repartir. Ça, c'est important. C'est Mmh. toute la différence aussi que je fais entre la transe et la possession. C'est-à-dire que souvent, on ne fait pas la différence en considérant que si le chaman, il est pris de convulsions, il va se rouler par terre, c'est la réussite du rituel. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Du reste, le mot transe n'existe pas en Mongolie. On parle de bourre de descente, d'incorporation des esprits, avec cette faculté, quand on passe de l'autre côté du miroir, de restituer des informations aussi claires et précises que possible, afin qu'elles servent celui qui vient à toi et qui demande réparation et qui demande des réponses justement à son questionnement. Donc pour moi, toute la différence, elle est je dirais, dans la maîtrise de la chose. Et qu'est-ce que c'est la maîtrise de la chose? C'est la conscience avec laquelle on va voyager. Voilà. C'est-à-dire, encore une fois, on ne va pas subir. Mmh. On va, on va accompagner la chose. Les esprits vont venir à nous et à partir de là, on va les identifier. Alors ça peut être des esprits animaux, des présences angéliques, des esprits défunts, des esprits ancêtres, des âmes pas encore nées. Et à partir là, dans cette mise en relation, cette mise en communication, on va oser leur poser des questions et essayer de rester justement le plus présent et le plus conscient possible pour après restituer toutes les visions et toute la clairaudience qu'on a eue pendant son voyage chamanique. Et donc par rapport à ta question précédente, ce que je dirais, c'est que tout ce que j'ai fait par rapport à différentes techniques avant le chamanisme m'a amené justement à être présente, ne serait-ce qu'entre autres dans les groupes Gurdjieff,
où on t'apprend avant tout le rappel à soi, c'est-à-dire le fait d'être là. Et dans la posture zazen, c'est du même ordre. Simplement être là. Et à partir de là, être là et être conscient du déroulement du voyage pour pouvoir restituer des informations aussi intactes et impeccables que possible, je dirais. Et c'est très, très intéressant ce que tu dis et ça fait partie des autres questions aussi. Je voulais te parler de cette capacité de présence parce que finalement, je me dis même que ton parcours, t'a préparé en fait, C'est ça, à être complètement. exactement où tu es, voilà, pour faire ce Oui, que tu fais, chaman. Et dans mon livre, alors je fais pas de pub, mais dans le livre donc qui s'appelle L'alchimie des énergies, je j'insiste très lourdement, alors pour la énième fois, parce que dans mes autres livres aussi, mais dans celui-là, j'insiste vraiment très lourdement sur cette nécessité de l'ancrage en spiritualité et même sans parler de chamanisme, et alors encore plus dans le chamanisme, mais cette nécessité d'être ici maintenant et d'être ancré dans le corps et d'être présent au corps, présent à l'intérieur, présent à l'extérieur. Et effectivement, je suis, oui, alors, j'ai côtoyé plusieurs personnes qui ont fait les groupes Gurdjieff. Moi-même, je ne les ai jamais faits, mais oui, enfin, l'exercice du stop et toutes ces c'est ça. pratiques. D'ailleurs, j'ai toujours fait des ponts avec, pardon, la pratique du Qigong. Et cette nécessité d'ancrage, c'est comme donner un yin qui permet au yang de ne pas s'envoler. C'est-à-dire que C'est ça ça. ancre le ballon dans la terre et permet que le ballon flotte correctement et n'aille pas dans tous les vents. Et donc, alors j'imagine à quel point ça doit être primordial, crucial dans la pratique du chamanisme. C'est ce que tu es en train de dire finalement. Et l'ancrage, c'est une des priorités. D'ailleurs, dans ton costume, tu as des chaussures de peau qu'on te met aux pieds qui te le rappellent. Combien c'est important. Oui. Il n'y a pas d'ascension sans ancrage. Et c'est Voilà. vrai que mon parcours, si on considère que c'est le futur qui appelle, eh ben, il était déjà balisé et que tous ces exercices préparatoires, je dirais, m'ont amené au chamanisme. Parce qu'ils ont été dans le sens de développer avant tout la présence à soi. Incroyable. Oui. Donc, en effet, il n'y a pas de hasard. Dans ce parcours, il y a une logique dans ce parcours. Mais c'est bien de le rappeler. En tout cas, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça m'est apparu comme évident. Donc alors, du coup, la question suivante sur la question de la culture, parce que voilà, nous sommes dans une culture, bon, moi que je qualifierais d'assez déracinée, d'autant plus que pour ma part, je suis né en banlieue dans le 93, etc., dans le béton. Moi, je suis née J'ai dans le 94. ah coucou. Et en tout cas, moi, c'est le sentiment qui a dominé vraiment de toute mon enfance, et enfin qui a vraiment été conscientisé à partir de l'adolescence, et dans lequel j'ai compris une sorte de sens à partir de la vingtaine, ma recherche, Mmh. ma rencontre avec Arnaud Desjardins, etc., et puis tous les autres, bien sûr. Et ce que je me dis, c'est est-ce que finalement on peut être chaman français en France, ou est-ce qu'on est chaman mongol en Mongolie? Est-ce qu'on Mmh. peut ramener, tu vois, ça ici, enfin ça, cette magnifique pratique qu'est le chamanisme? Parce que, Mmh. pour ma part, donc je vais encore donner des éléments intimes, mais dans ma recherche, une des premières personnes qui m'a guidé, qui m'a donné des éléments qui me servent encore aujourd'hui, c'est un magnétiseur auquel faisait d'ailleurs auquel avaient recours les gendarmes pour retrouver des gens noyés, pour retrouver Mmh. des choses cachées, etc. Un homme étonnant, un petit homme aux yeux lumineux, qui avait vraiment le cœur sur la main. Et quand il m'a vu arriver, il m'a dit: «Ah bah oui, t'es comme moi», etc. Il m'a donné plein de trucs, il m'a débloqué des trucs, et vraiment il m'a voilà,
il m'a ouvert la voie. Je l'ai vu plusieurs fois pendant plusieurs années. Puis après, bah, les choses ont fait que voilà, j'ai suivi d'autres chemins. Mais je l'ai toujours dans mon cœur, cet homme-là. Vraiment, c'est. C'est pareil que moi où j'ai appris à tirer les cartes, enfin, dans la ZUP de Rennes avec une toute petite dame qui s'appelait Madame Martinez, qui me montrait combien les cartes étaient des supports et qui quelque part m'ont continué à me suivre puisque là en novembre j'ai créé mon oracle et pour moi c'est comme si un peu une boucle était bouclée quoi. Mais Ah, ça reste une magnifique. présence forte. Ouais, D'accord. Alors oui. on parlera. Alors c'est un hasard assez drôle, mais enfin, j'ai les tarots qui traînent autour de moi depuis j'ai 24 ans, je crois. Bref, alors en tout cas, donc est-ce que qu'est-ce que tu penses de voilà de cette culture, voilà. Est-ce que le chaman, est-ce qu'on en a en français, est-ce qu'on peut l'appeler autrement, voilà. Comment on C'est très simple. Nketuya, moi, je cite beaucoup Nketuya puisque c'est mon initiatrice. Elle nous met très à l'aise par rapport à ça. Elle nous dit quand tu vas retourner en France, tu vas adapter justement les rituels à ta culture. Hmm. Et justement, tu vas te laisser guider par les esprits pour trouver les bons gestes qui vont parler à ceux qui viennent à toi. Mais pour moi, ce qui compte avant tout, c'est vraiment la communication avec l'invisible. Et après, le geste vient. Donc, que je sois en Mongolie avec parce que j'ai aussi beaucoup de patients entre guillemets, de patients mongols, de gens qui viennent à moi, ou que ça soit en France, c'est du même acabit. C'est la même mise en relation en fait. Alors après, on peut la restituer autrement. Moi, dans mon soin, j'utilise un bâton de soin qui m'a été transmis par Nketuya et qui, à partir de là, me donne des informations et me permet d'apporter un surcroît d'énergie ou d'en enlever où ça doit être enlevé, de faire certains nettoyages. C'est ma manière de faire. Mais je peux aussi agir sans outils, simplement, je dirais, par la simple présence. Mais les gens, en Occident, sont vraiment omnubilés par la présence du tambour, ce que je comprends. Moi, la première fois que j'ai eu un tambour entre les mains, c'est vrai que là, ça te donne une espèce de présence amplifiée, où tu vas avoir l'impression que c'est comme si le paysage s'élargissait et décuple tes visions, tu vois. C'est un très bel outil, le tambour. Mais Ah il n'y a ouais. pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les gens, les Occidentaux fixent vraiment sur le tambour. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le tambour sans la vision, c'est pas le tambour qui va te donner la vision. Il va amplifier ta vision. Mais je veux dire, faut qu'il y ait un germe, faut qu'il y ait quelque chose à la base. Mmh. C'est un amplificateur, mais il faut qu'il y ait quelque chose à Ouais, amplifier, ouais. c'est ça. D'accord. Mais je comprends. Après, j'ai une question peut-être un petit peu pointue. S Comment dire ça? Je vais le dire simplement. En voyageant, par exemple, quand je suis allé à Dharamsala, je crois que c'est je suis jamais allé aussi loin. Je sais pas si la Thaïlande est plus loin ou aussi peut-être, je sais pas. Enfin bon, à Dharamsala, qui est donc une ville au nord de l'Inde, hein, au pied de l'Himalaya. Donc d'ailleurs, j'ai rencontré une chamane là-bas tout à fait étonnante. Euh, et j'ai le sentiment que les esprits là-bas, les entités, ne sont pas les mêmes qu'ici. Non, Alors, mais tu as tout à fait raison sur euh, la terre de Mongolie. Et même, je dirais, selon les saisons, parce que j'ai eu la chance de connaître et la Mongolie en été, la Mongolie au printemps, la Mongolie en hiver particulièrement, dans des froids qui peuvent être proches de moins 40. J'ai découvert certains esprits d'hiver. Et d'ailleurs, c'est dans la Mongolie d'hiver que m'a été donnée la révélation de mon esprit maître, j'allais dire mon premier de cordée, en quelque sorte. Et là, j'ai eu connaissance du Bouriat, donc d'un esprit qui est vraiment l'esprit qui me guide en particulier dans mon voyage dans l'invisible. c'est le grand guerrier, c'est ça dont Le tu parles? Bouriat, le Bouriat, Le Bouriat. oui, D'accord. oui, oui. C'est un esprit en fait, c'est un esprit d'un chaman Bouriat qui a persisté, j'allais dire, au-delà de la mort, dans l'invisible, et qui a tenu à continuer à apporter son aide
Et moi, il continue à m'inspirer et à me guider dans beaucoup de mes voyages, je dirais. Mais il n'y a pas que lui, j'ai d'autres ongodes, mais lui en particulier. Et D'accord. donc, lui m'a été révélé en Mongolie en février, lors d'un voyage qui me tenait particulièrement à cœur, où pour moi, connaître la Mongolie, c'était avant tout connaître la Mongolie en hiver. Et j'ai été grandement récompensée puisque des différents esprits sont venus à moi que je ne connaissais pas et auxquels je peux maintenant faire appel quand le besoin s'en fait sentir. Et typiquement, est-ce que tu penses que ces esprits-là, si tu les appelles en France, depuis la France entre guillemets, est-ce qu'ils Oui, viendraient? oui, parce qu'en fait, ils se sont révélés en Mongolie, mais bon, l'espace-temps n'existe pas et donc ils Non. sont près de moi que je sois à Paris ou à Ulaanbaatar. D'accord, d'accord. Ouais. Et C'est le et moment de la révélation qui compte. C'est le moment où l'esprit t'est révélé. mmh, À partir du moment où il y a eu connexion, où je dirais où il y a eu incorporation, tu as connaissance, tu peux pas l'oublier. Et tu sais que cet esprit, tu peux faire à nouveau appel à lui. d'accord. Mais par contre, du coup, tu confirmes quand même que effectivement les entités ici, ne sont pas forcément les mêmes, Il y a des spécificités, tout à fait. d'accord. Il y a des spécificités. Et c'est vrai que là, proche du lac Kouskol où je vais dans le nord de la Mongolie, il y a vraiment, je dirais, pléthore d'esprits. Ici, c'est pas qu'il n'y a pas des esprits, je veux dire en Occident, en France, mais on est souvent court-circuité par la charge mentale, par plein d'autres choses qui font qu'il faut vraiment être à l'écoute parfois pour les entendre. En Mongolie d'ailleurs, quand tu te rends compte qu'il y a une charge mentale qui est abolie, en tous les cas qui est beaucoup moindre par rapport à la France. Dès que tu recolles à la France en arrivant à l'aéroport de Oh Roissy, là là, pof, oh là là. tu, tu retrouves cette chape Ouais. qui te fait dire, voilà, je suis en Occident. Ah oui. Et je dirais Ouais, même en France. en France. Ouais. Ouais, pour tout dire, hein, parce que je sais pas, par exemple le Portugal ou je sais pas voilà, certains pays n'ont pas cette lourdeur de la charge Ouais. mentale, mais enfin oui, du poids de l'énergie, du mental, je dirais vraiment typiquement. C'est ça, complètement. Et effectivement, le mental est enfin, est-ce que tu confirmes que le mental est un des premiers freins à la perception subtile des choses? Bah, c'est un écran et puis je veux Ouais. dire c'est avant tout un parti pris dualiste donc il encourage la séparation. Donc en soi mais le mental a aussi son utilité mais pour le quand on voyage dans l'invisible, c'est bien de le mettre de côté justement pour pas avoir certains leurres ou certaines illusions qui fait qu'on peut aussi déformer la réalité subtile, je dirais. Parce qu'il est fort aussi pour parfois nous faire croire à des choses qui ne sont pas. Mmh, mmh. Il faut savoir se déposséder justement de la charge mentale, la mettre de côté pour être aussi vierge que possible pour incorporer les esprits et les restituer tels qu'ils sont. Mmh, mmh. Les messages qu'ils donnent tels qu'ils sont. C'est ça. Ouais, Sans les dénaturer, sans les sans donner. les mettre à sa sauce, voilà, les recevoir vraiment dans leur pureté, je dirais. Et est-ce que parce qu'on parlait beaucoup des messages ou des peut-être des visions ou des choses entendues, dans sur les plans subtils, est-ce que finalement, quand tu donnes un soin, par exemple, je sais pas s'il s'agit d'ôter quelque chose. Moi, par exemple, j'avais Mhm, été voir, la chamane, mais c'était pas pour ça que j'avais été la voir, on était plusieurs. Il était 4h30 du matin, puis j'avais un truc au pied, à l'orteil que j'arrivais pas à enlever par moi-même depuis plusieurs mois. Une petite broutille, hein, je t'avoue, hein, c'était vraiment pas grand-chose, mais ça me titillait. Alors, elle a aspiré, elle a jeté comme ça, et puis mhm. après on a parlé un petit peu. Bon, je ne parlerai pas de ce qu'on a dit, mais Mais il faut savoir que oui, tu délègues. Moi, je délègue aux esprits. Ce sont les esprits qui font.
Voilà, c'est ça. C'était la question que j'allais Ouais, te poser. c'est ça. Ouais, mais si tu me laisses pas poser la question, les auditeurs pourront pas entendre la question que toi tu as déjà entendue en amont. C'est ça, Brigitte. c'est ça, c'est ça. Bon, OK. Tu n'es qu'un intermédiaire. Quoi que tu fasses, tu n'es qu'un intermédiaire. Il faut que tu sois aussi transparent que possible pour justement incorporer l'esprit et le laisser faire. C'est le laisser faire. Donc tu sous-entends que, pour être plus clair, hein, pour nos auditeurs, que l'énergie, pour parler comme ça, l'énergie de l'entité, Oui, l'énergie de l'ongode passe à travers oui. toi parce que tu te Tu laisses l'incorpores. alors, moi justement dans l'alchimie des énergies, je parle de cette capacité à se rendre creux. À se rendre pas vide de soi parce que on peut pas être vide de soi, mais voilà, c'est comme en qigong, si ta main elle est comme ça, il y a rien qui passe. Si ta main elle est toute souple, voilà, ça passe quand même. Et là, c'est cette idée d'être voilà, je sais Mais pas. c'est très intéressant ce que tu dis parce que un esprit m'a dit un jour une phrase qui reste très très présente et auquel je pense beaucoup, qui m'a dit recevoir en creux. Ah ben c'est ça, ouais. Oui, oui, ah ben oui. Ouais. Et c'est très important pour moi justement de recevoir en creux parce que ça te donne justement toute cette souplesse pour ne pas mettre de filtre, pour vraiment être comme une coupe vide, tu vois, et après restituer ce qui t'a été donné. Le Graal. Le Graal. Bon, on va mettre ça de côté. Bon, donc le soin, tu te laisses traverser, tu reçois les choses pour laisser faire. Donc il y a vraiment une énorme part finalement de lâcher prise. Et c'est même plus que du lâcher prise, c'est comme une sorte d'effacement pour être un outil le plus disponible possible, depuis l'invisible jusqu'à ce qui est visible finalement. Tu sers de trait d'union en fait. Je dirais que c'est une forme de passivité active. Ouais, ouais, ouais. Ah Euh, ben, oui, de passivité active dans le sens que tu n'es pas dans l'inertie, mais que tu es dans la réceptivité. voilà, d'accord, très intéressant. Ouais. Mais alors, du coup, il me vient d'autres questions. Donc, est-ce que toi, tu pratiques en France? Peut-être tu peux répondre ou pas, mais est-ce que tu pratiques en France, Brigitte? J'accepte les gens qui viennent à moi. C'est-à-dire que D'accord. je suis dans l'ouverture et à partir de là, je reçois les gens qui viennent à moi. Mais je n'ai pas de site internet, je ne force pas les choses. C'est-à-dire, je considère que si quelqu'un doit venir à toi, il vient à toi et il trouve le chemin. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est amusant notre rencontre à ce titre-là. Ouais. En fait, ma question c'était, est-ce que, par exemple, Nketuya et toi et d'autres chamans que tu as peut-être rencontrés ont par ailleurs une autre activité? Parce que en France, on a tendance à, tu sais, justement catégoriser les choses. Ah, si je suis ceci, je suis pas cela. Par exemple, je veux Mmh. parler que de moi, mais je peux pas parler des autres. Mais j'ai mis je ne sais combien d'années à pacifier, remettre de l'amitié avec moi-même sur toutes les facettes. C'est-à-dire, bah, j'ai chanté, dans un groupe pendant des années, je joue de la guitare, Mmh. voilà, on a fait un CD et cetera. Je dessine plutôt bien, j'ai certaines capacités justement dans les soins et cetera, des choses comme ça. Voilà et puis l'écriture bien sûr et maintenant l'édition. Et en fait, je parcellisais et je m'autorisais pas, jusqu'à il y a, quelques années, à être tout ça, si tu veux, dans l'ensemble. Oui. Et je me disais: «On peut pas être bon chanteur» et je mets pas d'orgueil là-dedans, mais juste, voilà, tu vois? Et en même temps, pouvoir, faire, très bien des soins énergétiques et puis, Mmh. faire ceci, cela. Et c'est une vision très parcellisée, tu sais, et c'est sans doute un problème d'estime de soi à la source, Mmh. mais c'est aussi une vision occidentale de tout séparer les choses comme ci, comme ça, Et très et, française, parce que et par très exemple française. aux États-Unis, on conçoit tout à fait que tu sois multitâche. C'est ça. Mmh. Mais en France, particulièrement, on a l'impression que si tu fais plusieurs choses, tu te disperses et que tu fais rien de bien.
Exactement, ce qui Ouais. est on ne peut plus faux d'ailleurs. Et enfin bon, maintenant que je suis passé de l'autre côté, c'est ce que je me dis. Mais donc du coup, tu pratiques d'autres choses ou pas? Est-ce que Nketuga a un autre métier où elle est trop submergée par les patients, les gens qui viennent la voir, qui sont pas patients d'ailleurs, mais Qui sont impatients. voilà, c'est ça. Mais donc Enketuya, elle est avant tout éleveur de rennes, parce D'accord. qu'elle appartient à la tribu qu'on appelle des Tsatanes, qui sont les éleveurs de rennes. Voilà. Mais moi, donc, j'étais musicienne, j'étais professeure de piano, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des différentes expositions dans le monde entier. Là, je suis autrice parce que j'ai une production d'ouvrages. Là, entre autres, donc, je sors un ouvrage que j'ai canalisé, même si le mot, je crois que on pourra en trouver un autre, en tous les cas, que j'ai reçu, qui s'appelle Journal de l'invisible, qui va paraître en novembre. J'ai créé un oracle qui va paraître aussi en novembre. J'ai achevé aussi un livre qui va paraître en 2022, qui s'appelle Voyage chamanique et rencontres remarquables. Et je suis encore sur un nouvel ouvrage qui s'appelle Au-delà du tambour et qui parle aussi du chamanisme. Donc, selon les moments, là, je suis plutôt dans autrice, c'est-à-dire dans une production littéraire. C'est la nécessité du moment. Voilà. Alors, merci de dire ça parce que et puis, ça me touche moi personnellement parce que, c'est quelque chose, moi je vis comme ça aussi. Par exemple, j'ai arrêté, de donner des cours de qigong parce qu'à un moment donné, j'ai senti que, bah, déjà une certaine énergie venait à moi, que des choses changeaient, qu'il y avait des virages à prendre et que si je résistais, ça servait à rien. Il fallait que je lâche Mmh. là-dessus et que je laisse venir autre chose. Ce qui a créé des zones d'incertitude, ce qui m'a permis d'approfondir encore ma pratique à l'époque. Et finalement, du jour au lendemain, suite à une série de causes et de conséquences, j'ai appelé un ami et je lui ai dit: «Écoute, j'aimerais bien monter ma maison d'édition». Voilà et les gens m'ont dit: «Mais t'es complètement barjot, Lionel». Tu veux monter une maison d'édition, ça marche pas, c'est super compliqué, faut un paquet de pognon». J'ai Écoute, on y va. Voilà, Étienne est d'accord, je suis d'accord, Marie est d'accord, on y va. Et voilà, et les choses se sont faites et voilà, et ça fait sens maintenant. Les gens voient souvent qu'après coup, hein, rétrospectivement. Et donc tu t'es autorisé toi à faire ça au moment où ça se Mmh. présente, et c'est un peu ce que je ressens. Et mais ça demande de l'audace. Et alors ça m'amène une autre question. Est-ce que tu penses que plus on ouvre à l'intérieur, on ouvre aussi à l'extérieur, dans l'écoute, etc. Là, je parle pas forcément que de chamanisme. Est-ce que tu penses que on libère des capacités qu'on porte en soi, qui dorment et qu'on s'autorise pas forcément, ou qui naissent et éclosent à un moment donné? Je crois que Gurdjieff aimait bien aussi pousser les gens, par exemple, enfin, je l'ai pas C'est connu ça. évidemment, mais à se réaliser eux-mêmes, parce qu'en se réalisant eux-mêmes, ils permettaient d'ouvrir d'autres portes. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ça, c'est-à-dire tu développes ta créativité en t'octroyant le droit justement de sortir des choses un peu convenues. Tu ouvres des portes, donc forcément tu découvres des choses, tu vois. Cette espèce d'élargissement de conscience, de plonger en toi-même te permet de libérer certaines énergies et quelque part d'en faire quelque chose, de le manifester. Mais Gurdjieff, c'était très intéressant parce que, en effet, par exemple, tu étais au milieu de nulle part et tu devais trouver, par exemple, tu n'avais rien sous la main, décider de faire un très bon repas et tu devais te débrouiller, pour ne pas dire te démerder, pour trouver les ingrédients Mmh. et aboutir ce que tu voulais aboutir. Et c'est vrai qu'on apprend à faire 3 fois rien. Si l'énergie est là, elle trouvera le moyen de se manifester. Elle trouvera sa forme. Mais c'est justement cette amplification énergétique et cette découverte avec ces différentes portes que tu ouvres te libère en toi certaines intuitions qui te donnent envie de faire davantage de choses, ça c'est certain. On est beaucoup moins dans des choses convenues, quoi, avec un métier pour la vie, je dirais. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, tu oses prendre des chemins que la plupart considéreraient comme, Voilà. enfin, originaux, Ça voire encourage dangereux. l'audace. Voilà, Ça c'est ça. encourage l'audace. Ouais. L'audace du guerrier pacifique. Alors Euh, en effet, après on n'est pas forcément pour les gens, j'allais dire
normaux entre guillemets dans les clous. Et c'est marrant à ce propos, j'ai écouté une interview de Lilou qui était très intéressant où elle parlait de son coming out spirituel. Lilou Massé, ouais. Oui, Lilou Massé. Et la façon donc en fait quand elle avait commencé à faire son coming out spirituel dont elle avait été reçue par certaines personnes quoi, qui justement avaient un souci de normalité et qui lui renvoyaient une forme d'étrangeté qu'il fallait assumer. Ah oui, Parfois, c'est une chose un peu difficile, ça, mais bon, on s'y fait. On s'y fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est une sorte de mission de vie, je dirais. tout à fait. Voilà. Si on est dans la sincérité et dans la vérité à être soi, à un moment, bah, on manifeste qui on est, quoi. Au-delà de penser le jugement que les autres vont porter sur vous. Ouais, quitte à ce que parfois ça crée des frictions voilà, et des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Il faut rester droit dans ses bottes et puis continuer avec une certaine Oui, audace et une certaine bienveillance aussi, autant envers soi-même qu'envers les autres, parce que des fois, oui. c'est pas forcément facile. Peut-être que toi, d'ailleurs, avec ton initiation, je sais pas, est-ce que tu as rencontré des frictions? Je sais pas, ton mari, ou ta compagne, je sais pas, voilà, Bah, ou tes proches, mmh. j'allais dire, moi, j'ai un faible sur moi. C'est ma chance. C'est-à-dire que je passe un peu outre du jugement des gens et que pour moi, la spiritualité, c'est tellement quelque chose qui m'a toujours accompagnée que de toute façon, j'ai jamais eu ce genre de problème. Mais en revanche, c'est vrai que je n'ai parlé de ces choses-là, c'est-à-dire, par exemple, de mon initiation en Mongolie, du fait que j'ai été reconnue chamane, qu'aux personnes que je sentais susceptibles de l'entendre. Disons que je ne fais pas de prosélytisme. Oui. D'accord. Personne n'est à convaincre. Je prêche pas le chamanisme. Oui, après les gens ont bien dû te voir partir pendant 3 mois ou 4 mois en Mongolie, quoi, donc ils ont dû se Oui, poser mais des après, questions. j'allais dire, voilà, c'est leur problème, c'est leur problème. Et c'est pour ça que je pense que c'est un peu comme quand les esprits choisissent de venir à nous. Après, quand tu as été initié et que tu as certaines facultés, ben, c'est aussi comme ça que se forme un ashram, par exemple. C'est les gens qui viennent, c'est pas toi qui vas vers les gens. Pour moi, ça, c'est une garantie de sincérité, personnellement. Oui, De ne pas forcer les choses et de laisser vraiment les choses venir à toi. passivement actif, activement passif. Voilà, sans forcer. Et à ce titre quand même, hem, est-ce que, moi j'ai déjà un point de vue là-dessus, mais est-ce qu'il faut, à ton avis, un maître, un guide pour devenir chaman ou faut-il le chercher? Est-ce que s'il y a des gens, moi je connais certaines personnes par exemple qui entendent des choses, qui voient des choses et qui malheureusement, cherchent à l'étouffer sous la chimie, ou ce genre de choses-là, ce qui parfois aggrave les choses. Alors est-ce que c'est psychiatrique ou pas? Ça c'est l'éternelle Oui. question, mais voilà, personnellement je trouve qu'il y a des choses qui sont du domaine de l'invisible et de «l'étrange» entre guillemets, hein, ce qui n'est pas étrange, mais voilà. Et donc est-ce que il faudrait insister, trouver un maître? Est-ce que tu penses que c'est une étape, hem, incontournable? Je dirais, moi, j'ai rencontré plusieurs maîtres qui ont été des points d'appui. Alors, ils se sont révélés sur mon chemin de façon aussi spontanée. Nketuya, ça a été la force de l'appel qui m'a poussée à aller vers elle. Mais pour permettre, je dirais, cette expansion de conscience et cette possibilité de toucher à quelque chose de plus grand que soi, c'est bien d'avoir auprès de soi, pendant ces passages de palier, quelqu'un qui a connaissance de la chose et qui la maîtrise. Pour justement ne pas se perdre, ne pas aller dans les tours et pouvoir être accompagné sereinement dans ces passages de niveau, je dirais. Ne pas aller dans les tours? J'ai pas Dans compris. les tours, c'est-à-dire, je dirais, se perdre justement
dans des choses qui peuvent faire qu'on on peut devenir fou aussi dans Oui, certaines révélations. Voilà. d'accord. Donc toujours cette nécessité de l'ancrage dont on parlait, et puis cet accompagnement de gens conscients qui te voient tel que tu es et dans ta capacité justement à, à, à devenir ce que tu es vraiment davantage et qui sont là justement pour t'accompagner. Mais ça se fait tout seul. En tous les cas, moi, ça s'est fait tout seul. De trouver des aînés Voilà. sur la voie qui à chaque fois te guident et Oui. t'amènent à être plus toi-même que oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est toujours une grâce justement quand tu rencontres ce genre de personnes qui te voient et qui tirent en quelque chose en toi pour t'amener à une sorte d'expansion de conscience. Et à chaque pas, c'est comme une étoile qui scintille, quoi. C'est de l'ordre de la révélation. Moi, j'ai rencontré des gens vraiment avec qui j'ai eu émotionnellement avec qui j'ai partagé des choses très fortes, justement, dans le cadre de la spiritualité. Notamment Charlotte Calmis, qui était une femme peintre, et une femme aussi sur le chemin, qui m'a mis sur le chemin spirituel et qui m'a permis, justement, de commencer à faire mes premiers pas dans ce domaine. Après, dans les groupes Gurdjieff, j'ai rencontré Michel de Salzman, qui Ah, a ah été oui, pour moi aussi un maître, ah oui, et puis Nketouya. d'accord. Donc tu confirmes effectivement qu'il est quand même nécessaire d'avoir un aîné, un Oui, maître, un guide, voilà, qui puisse, et un vrai, hein, voilà, et quelqu'un qui te précède. voilà, quelqu'un qui précède. Ouais, Mmh. ouais. Qui a déjà fait une part du chemin, quoi. Voilà. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui part en éclaireur, en quelque sorte, Oui, avec ou sa un lampe guide de torche et qui te montagne, dit, voilà. voilà, Oui, tout à fait. c'est ça. Je partage ton point de vue. D'ailleurs, on reconnaît un vrai, «maître» entre guillemets ou un vrai guide, à au fait qu'il te renvoie à toi-même et qu'il t'enlève pas ta liberté, mais qui te rend C'est ta ça. liberté et qui te donne les outils pour construire ton intérieur et ta liberté intérieure, hein. Mmh. Oui, tout à fait. Donc alors dans les dernières questions que je voulais te poser, on va revenir un petit peu, sur notre planète, France, 2021. Qu'est-ce que tu penses Mmh mh. de ce qui se passe à l'heure actuelle? Je vais donner deux trois trucs, de mon point de vue. Je vois d'abord cette division. Je vois que les gens se divisent pour des broutilles, je dirais même des bêtises, des conneries, tu vois? Et énormément de peur, de la colère, et j'ai le sentiment que d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure avec un ami, que, si tu veux, on s'enfonce de plus en plus dans une ombre pour mieux en sortir d'ici quelque temps. Je Mmh. sais pas combien de temps, peut-être 2, 3 ans, je sais pas, j'ai pas vraiment cette notion de temps. Mais c'est l'idée que voilà, on est comme dans un immense virage et que tu sais, il y a cette épingle dans le virage, c'est-à-dire on voit plus derrière, c'est-à-dire le monde d'avant comme les gens se plaisent à dire, Mmh. hein, mais ce qui est pas anodin comme terme, hein. Et on voit pas encore le monde d'après, ou en tout cas ce qu'on nomme le monde d'après n'est à mon avis pas le vrai monde d'après. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le creux du virage. On voit pas avant, on voit plus avant, on voit pas encore demain. Et sauf si effectivement on arrive à s'élever un petit peu pour voir à gauche et à droite, c'est-à-dire avant et après. Et on est dans ce marasme d'ombre et d'un côté, tu vois, je suis allé manifester samedi dernier pour la première fois de ma vie depuis Mmh. peut-être 25 ans, je sais pas. Ma dernière manif, elle date quand même. J'étais jeune, quoi. Ouais, peut-être 20 ans, ouais, 20 ans. Ouais, je dois avoir 25 ans. Je bossais dans les hôpitaux à l'époque, donc je devais avoir à peu près 25 ans. Donc là, j'en ai 45. Voilà, donc c'était il y a 20 piges. Bon. Donc, mais je me suis dit là vraiment, il se passe quelque chose. Donc Mmh. c'est intéressant parce que je m'étais extrait de pas mal de choses, tu vois, la politique, tout ça, machin, etc. Mais là, je me suis dit, il se passe quelque chose, c'est important, c'est plus politique, c'est presque citoyen, et même plus que citoyen, c'est humain.
et je me suis dit: «Il y a quelque chose où il faut à la fois répondre, faut pas tomber dans la haine, faut pas tomber dans la peur, surtout pas, ni l'un ni dans l'autre, et il faut quand même agir». Est-ce que il faut rester en retrait, à ton sens? Est-ce qu'il faut se borner juste à prier, et cetera? C'est-à-dire que moi, Mmh. je me suis dit d'ailleurs une des choses que j'ai faites, c'est j'ai écrit le petit livre du guerrier pacifique, que d'ailleurs, au passage, je t'enverrai volontiers, Super. et comme, quelque chose où je me suis dit: «Tiens, il nous faut un outil pour cette époque». Et il me venait régulièrement des phrases, tu vois? Donc j'étais inspiré par des phrases Mmh. régulièrement. Puis j'en oubliais, puis à un moment donné, j'ai eu comme, un petit pic qui me disait: «Arrête d'oublier tout ce qu'on te donne». Je dis: «Ah oui, c'est vrai, je vais le noter». Alors je notais ça sur mon portable, machin, je notais sur n'importe quoi, à chaque fois que j'avais une phrase qui me venait, et puis ça a donné le petit livre du guerrier pacifique. Voilà, tout ça pour te demander à toi, Brigitte, avec ta pratique, ta solide pratique Mmh. spirituelle, bah oui, quand même, hein, quelle est ta posture par rapport à ça? Bah, c'est-à-dire pour moi, il y a vraiment, déjà cette vision d'une friction, entre l'ancien monde et le nouveau, d'où cet inconfort. Donc à partir de là, il faut se positionner aussi calme que possible pour assurer le passage. Donc j'ai certaines positions, comme tout le monde, qui fait que, en mon âme et conscience, pour le moment, je ne me ferai pas vacciner, par exemple, mais ça, c'est très personnel. Mais au-delà du vaccin, c'est pas tellement la question du vaccin, c'est cette espèce de volonté de contrôle, je dirais d'un point de vue politique, un espèce de détournement. C'est-à-dire, il y a une sorte de manipulation Oui. auquel je ne veux pas me prêter. Donc ça, c'est pour moi, Oui, oui, c'est avant tout, on partage, voilà. on parle du pass sanitaire, hein, mais je partage ton point de vue, hein. Mais bon, après, je précise une chose, je pense que le pass sanitaire n'est pas une histoire de pro-vaccin ou anti-vaccin. C'est le Non, pass sanitaire est un problème de liberté, complètement. voilà. Mmh. Parce que tu as des gens qui se, enfin, moi aussi j'ai été à une manifestation à Toulouse samedi dernier, où tu avais des gens vaccinés qui étaient contre le pass sanitaire. Complètement. C'est Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc être aussi calme que possible pour justement, investir avec nos énergies, et puis c'est pareil, c'est comme cette mise en communication avec l'invisible, c'est-à-dire recevoir ce nouveau monde qui vient. Et tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, bah, doit céder. Et c'est pour ça que ça résiste. Et que ce pouvoir contrôlant et toutes ces choses qui émergent, qui sont pas forcément belles, c'est parce qu'elles elles sont pour moi dans une sorte d'agonie, et elles veulent pas laisser la place. Ouais, elles se débattent pour, oui. Elles se débattent. Et on est justement dans cette position un peu inconfortable où les choses se frictionnent, et beaucoup de gens s'y retrouvent pas. Mais je pense que c'est une question de patience, et que on va aller vers un nouveau monde, qui va nous permettre d'inventer une autre manière d'être et d'exister. Je le perçois vraiment comme ça. Oui. Donc il faut rester, je dirais, aussi calme que possible, aussi droit dans ses bottes, pour que les choses se fassent au mieux. Je suis complètement d'accord, et donc enfin, dans ma propre pratique, ce que j'essaye de faire, c'est toujours revenir à cet ancrage à l'instant présent chaque matin. Ouais, Moi, donc, c'est pas un scoop, hein, je le dis depuis des années, je prie, je médite et je bien sûr. reconclus par une prière, et cetera. Donc voilà, c'est avec La force une de la prière, surtout rester dans la joie. oui. Pour moi, c'est le baromètre. Dès que tu as une vague de tristesse en toi, ça veut dire que tu te laisses influencer par des choses négatives qui font que tu n'es pas sur la bonne voie. Toujours se réaligner. Pour moi, c'est vraiment la joie qui te donne la direction. Alors, pour ma part, enfin, étant artiste, je ne ressens pas de difficulté à me laisser traverser par une tristesse ou une peur ou même une colère. L'autre jour, j'étais très en colère quand ils ont passé le pass sanitaire, mais au fond de moi, j'étais pas,
enfin, je ne crois pas avoir été aveuglé par cette colère. Si tu veux, j'avais cette colère-là, mais parce que, et comme le texte que j'ai fait justement un petit peu après, je crois que c'est normal et sain d'être en colère à ce moment-là. Et l'idée, par contre, la bascule à ne pas faire, c'est d'être aveuglé par cette colère et faire que la colère te dévore, alors qu'en fait, il vaudrait mieux nous la dévorer cette colère pour que cette énergie de colère puisse servir à autre chose. Et, euh, et Oui, donc ne oui, pas être dupe de ces émotions, même si elles te voilà, c'est ça, traversent. Et c'est ça. ne- Oui, Parce qu'on a le droit d'être triste ou tu vois, oui, bien sûr. voilà. Et c'était Mm. une précision, mais oui, vas-y, dis-moi. Mais c'est vrai que quand quelque chose rentre, par exemple, tu vas sentir une émotion négative qui va te tirer vers le bas, une espèce de tristesse, tu te dis, tiens, là, il y a une influence. Ah oui, il faut rester vigilant. Ouais, Faut rester vigilant, toujours. Oui, c'est ça. Oui, toujours la oui, vigilance. oui. Mm. Oui, parce qu'effectivement, si tu es toujours et trop souvent triste, tu attires à toi, effectivement, déjà, pas du tout les mêmes énergies, et puis tu finis par attirer un certain nombre d'entités qui, elles, vont te coller sur le dos, etc. Est-ce que c'est un petit peu ce que tu veux dire ou Voilà, j'interprète? ouais, Ouais, être conscient de ce qui vient à toi et de ce qui te traverse, voilà, c'est toujours, ça. Ouais. tu vois. Et voir au fond les influences qu'on subit tous. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que Ouais. tu penses, toi, d'ailleurs, enfin, il y a des fois, alors je sais pas, à Paris, j'y vais plus trop, mais là, je pensais à nos dirigeants entre guillemets qui n'ont rien de dirigeants d'ailleurs, et à cette énergie qui parfois parcourt Paris. Je dis que c'est hyper plombant, hein, vraiment le taux Ouais. vibratoire, comme on dit. Hein, Et il en est même dans. temps, c'est un excellent exercice parce que ça Ah matraque de oui. partout. Ah oui, c'est vrai. Ah, rien de tel que d'être vigilant dans le métro pour tester sa vigilance. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin bon, c'est quand même un peu énergivore. Et puis bon, à un moment donné, moi Ouais. je préfère regarder les acacias et le châtaignier. Mais bon, Mais de temps en temps, pour quelques séances d'entraînement, il m'arrive aussi de retourner à Paris. Je trouve ça toujours intéressant oh là parce que là, vibratoirement, tu sens vraiment l'intensité du matraquage, je dirais. incroyable, incroyable, Ouais. incroyable. Sinon, moi, je suis dans les extrêmes. J'aime beaucoup aller en Ariège, où là, tu as des zones vraiment de silence Ah oui, qui, l'Ariège, l'Ardèche, oui. qui sont très habitées, justement, un peu comme le lac Kouskol ou les steppes de Mongolie, où là, tu as l'impression que tu peux vraiment entendre les présences. Oui, au plus proche de ce qui est le moins manipulé par l'homme finalement. C'est ça. Il y a quelque chose d'intact. Oui, il y a quelque chose d'intact. Oui, oui, oui. Alors, je sais pas comment est la forêt vierge d'Amazonie, mais effectivement, ça doit être quelque chose. Ben, j'y suis allée Ah oui? au Brésil, à la frontière bolivienne, et j'ai pas été forcément séduite par ce qui s'y passait parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de présence, je dirais, grouillante. Ah, Oui, assez justement, euh, enfin si on peut parler de monde d'en bas, un peu du monde d'en bas et des présences pas forcément lumineuses. Et ça m'avait gênée au point que à ce moment-là j'ai pris un bus qui m'a conduit jusqu'en Bolivie, jusqu'à La Paz, où là trouvé quelque chose de plus pur et de beaucoup plus lumineux. hmm. Mais l'Amazonie en soi, ça m'a pas séduite. Est-ce que du coup, ça m'amène peut-être une des dernières questions. Est-ce que tu as des échos du monde invisible par rapport à la situation actuelle, des informations, des guidances, des influences. Je pensais par exemple, moi j'ai été beaucoup marqué par le livre de euh, oh zut, euh, La chute du ciel de oh j'ai oublié son nom. Bon, je le mettrai dans la description du podcast Le Chaman Mais, d'Amazonie. Voilà, et qui parlait de oui, ouais. j'ai canalisé donc un livre qui s'appelle Journal de l'invisible, l'exercice à l'usage de l'âme, Ah, qui est un d'accord. espèce de, comment dire, de mémo, enfin, comment dire. Tous ces exercices, ce sont aussi des courts chapitres qui nous aident justement à mieux comprendre d'où on vient et je dirais où on va. C'est en ça que j'ai un attachement assez particulier à ce livre, Journal de l'invisible, parce qu'il arrive vraiment à propos par rapport aux questions qu'on pourrait se poser.
Et en fait, il nous fortifie par rapport au fait que vraiment les guides sont là pour nous aider à faire le passage. Ça, c'est un livre que j'ai fait dans la foulée de Ciel blanc, ciel noir. J'avais pris différentes notes et je les ai mis en ordre. Et ça a donné vraiment ce livre qui est uniquement un livre qui a été dicté par la clairaudience, je dirais, de la part de mes guides. D'accord. Et c'est intéressant parce que pour moi, il arrive vraiment à propos par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser et à ce sentiment de solitude qu'on peut avoir dans ces moments troublés où on se dit alors qu'est-ce que je fais quoi. Oui, ces moments d'isolement, tu veux dire, Voilà, cette, d'isolement. ouais, cette Ouais, sensation, ouais, ouais, ouais. Mais je comprends, et d'ailleurs, ça participe du mouvement de cette apparente séparation et de division même qui ouais. règne. Et l'autre jour, je me suis dit vraiment, faut vraiment reconnecter. C'est pour ça aussi que je fais ces articles sur le blog, sur la page Facebook. Parfois, c'est un petit peu chewing-gum, c'est un peu dur peut-être, mais c'est pas parce que tu vois, je voyais, enfin pardon, je discutais avec un ami tout à l'heure et je disais mais cette division, si on la voit pas en face, on peut pas la traiter, on peut pas faire avec, on peut pas dealer avec parce que Mm, si on passe à côté et qu'on fait que la subir, on la voit pas en fait, hein, mm, on la subit, etc. Donc il y a un moment donné, peut-être qu'effectivement, parfois, en tout cas moi dans mon discours, je peux être assez négatif dans le sens où je dis ah ben non, il faut pas se laisser faire, il faut lutter contre la peur, il faut accueillir nos émotions, etc. Toutes ces choses-là, ouais, mais on n'a pas envie d'entendre ça, blablabla, blablabla. Mais en fait, c'est le reflet de la pratique d'accueil de ce mm, qui est tel que c'est ici maintenant. Si on ne mm, voit pas ça ici maintenant, on peut pas avoir une action consciente qui en découle. mm, Et donc, si le constat d'ici maintenant est bon ben voilà, c'est quand même la mouise, là, il va falloir faire quelque chose. C'est le mm. constat de ce qui est tel que c'est ici et maintenant. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Il Moi, y je a, trouve ça intéressant tu vois? justement que cette part obscure se dévoile telle Ben qu'elle est. oui, bah oui, mais moi aussi, Ouais, mais les gens voient encore un négatif, tu vois. ouais. Voilà, une accumulation de négatifs. Alors qu'en fait, c'est juste, c'est très simple en fait. Et d'ailleurs, si je fais le parallèle avec les hôpitaux, si quelqu'un arrive, il a le bras cassé, une fracture ouverte, ça pisse le sang. Quelle est la réalité de ce qui est tel que c'est ici et maintenant? La fracture est ouverte, ça pisse le sang. T'as pas à Mm, réfléchir 15 ans, tu vois, tu fais le truc. ouais. Et c'est ce constat. Bon, ben voilà, quelle est la réalité de ce qui est tel que c'est ici et maintenant, le pass sanitaire, etc. Bon, Mais l'important, c'est de ne pas t'identifier à l'obscur justement. ah oui, bien sûr. Ouais. Eh oui, Parce voilà. que on aurait tendance parfois à se laisser embarquer, à se laisser glisser. Et d'où l'ancrage. Et c'est là l'importance de l'ancrage. Ouais, D'avoir cette vision un peu du dessus. très important. Ça, c'est important. Ça trouble. C'est vrai que cette réalité, il faut la considérer comme disait Gurdjieff, un bâton à toujours debout. Et puis transcender cette réalité pour justement à un moment passer à autre chose, je dirais. Complètement, Voilà. complètement. Ok, eh ben écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Un dernier mot de la fin. Ben, j'aimerais dire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur que donc je vous ai parlé du journal de l'invisible que je sors en novembre, mais aussi donc d'un oracle qui s'appelle l'oracle de la chamane que j'ai voulu pratique pour que les cartes ne soient pas seulement des illustrations, des très belles illustrations, mais des émanations, c'est-à-dire j'ai mis au point une technique de tirage assez simple pour que les gens aient des réponses immédiates et puis aussi puiser l'énergie dont ils ont besoin dans l'oracle. D'accord, Donc un oracle qui soit au service des gens de façon quotidienne et pratique, qui puisse aussi vivre avec les cartes. Donc c'est une sorte de prolongement de mon livre Ciel blanc, ciel noir, puisque dans ce jeu, il y aura donc des esprits alliés, des ongodes, avec lesquels les gens pourront vivre. Ils pourront utiliser justement ces cartes au quotidien aussi pour que ça soit des supports aussi, des d'accord, supports de protection et d'action. d'accord, d'accord. Comme un bâton de pouvoir ou comme voilà quelque chose qui soit chargé d'une énergie active et très bien. Voilà. Ouais, super intéressant.
Voilà, donc ça sortira en novembre, toujours chez Mama Édition. C'est ce que j'allais te dire. Tu sais, ce qu'on fera, c'est que, comme d'habitude, je mettrai dans les liens de la description, je mettrai, pardon, dans la description les liens vers ton livre, vers l'oracle, vers toutes tes prochaines Super. parutions, voilà. Donc comme ça, les gens écouteront le podcast et puis ils se diront ah tiens c'est intéressant, hop ils iront voir les petits liens dans la description du podcast. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Brigitte. Voilà. Euh, Moi j'ai trouvé ça Écoute, super c'était intéressant. heureuse aussi de cette rencontre. Je trouve on a déblayé des choses intéressantes. Ah oui 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 super Ouais. intéressant. En tout cas Brigitte, je te remercie beaucoup pour ce podcast et cet échange qui était très très riche. Et puis bah écoute, je te dis à très bientôt. Merci à toi, Lionel. À bientôt. Au revoir. Merci. Allez, salut.